Oui, merci Madame la Première Adjointe. Pardon. Merci Madame la Première Adjointe. Je comprends effectivement qu'Éric Piolle ait préféré être absent. Je me mets à sa place, c'est plus confortable. Parce que quel bilan. Quel bilan. On comprend aussi que peu de monde au sein de la majorité ait voulu assumer la logorée écrite de ces 40 pages. Il se trouve Vincent Fristeau pour le faire, et ça tombe bien d'ailleurs, parce que vous êtes élu depuis 1995. Vous avez participé à toutes les majorités, sauf une, depuis 1995. Il n'y a pas que des perdants de l'année dans cette pièce. Et ça permet de se retrouver. Vous avez joué un rôle clé sur nombre de dossiers dans la période, et c'est pas pour vous faire injure, pour dire que vous n'êtes pas particulièrement connu des Grenoblois, ce qui d'ailleurs est étonnant en démocratie, et c'est un talent même. C'est un talent. Alors, je vous ai écouté, vous avez parlé de l'Ukraine, de l'énergie, de l'inflation, évidemment de la transition, de la planète, mais par contre, de vos responsabilités, de la majorité sortante, des adjoints aux finances successifs, du rôle qu'ils ont joué, des décisions qu'ils ont prises. Rien. C'est étonnant. Comment vous pouvez parvenir à évoquer une orientation budgétaire sans aucunement évoquer vos propres responsabilités, vos propres décisions. C'est un tour de passe-passe qui ne trompe personne, parce que au plan financier, une gestion, c'est assez simple. Elle se juge sur plusieurs critères, mais il y en a 3 qui sont essentiels. Évidemment, c'est les impôts, c'est la dette et les dépenses de fonctionnement. C'est ça, un vrai budget qui permet de savoir ce qui s'est passé dans une ville. Alors normalement, c'est au regard des services rendus. Mais je comprends que sur les services rendus, on puisse discuter, ce soit subjectif. Vous pensiez qu'il y en a plus qu'avant. Nous, on pense que les Grenoblois en ont moins qu'avant. Ils ont moins de propreté, moins de sécurité, moins d'entretien. Mais ça, encore, c'est le débat politique. Mais sur les critères, de la dette, des frais de fonctionnement et des impôts, là, il n'y a pas de problème. On peut parler tous de la même chose. Parce que là, on a affaire à des faits. Hein. Et vous et vos amis, M. Fristeau, vous êtes donc arrivés en 1995 sur le thème de la dette Carignon, il faut dire les choses comme elles sont. Vous n'avez à ce moment-là évoqué ni les impôts, ni les dépenses de fonctionnement, ce qui est plutôt bon signe pour moi. Il y avait au moins un aspect que vous reconnaissiez implicitement. Est-ce que, pour faire face à cette dette, vous avez augmenté les impôts en 1995 ? La réponse est non. Est-ce que vous avez engagé des réformes de structure pour faire face à cette situation que vous décriviez comme catastrophique ? La réponse est non. Au contraire, en 1995, vous avez même sorti un chèque de 10 millions de francs que vous avez donné à la Lyonnaise des Eaux pour racheter le contrat d'eau. Vous avez en 1995 engagé dans la dépense publique et dans les dépenses de fonctionnement. Et en 2004, l'épargne nette était déjà devenue négative. Et puis, on va faire vite, 13 ans après, on est en 2008, 13 ans après, vous avez co-géré avec Michel Destau la ville, et il y a une augmentation de 10% des impôts qui place Grenoble comme première grande ville pour l'impôt sur les ménages, une première place très, très, très enviable qu'elle a conservée depuis. Alors, on connaît l'explication des socialistes, c'est pour faire face à la crise financière. Grenoble était donc la seule à devoir faire face à la crise financière internationale en augmentant massivement ses impôts. Alors en réalité, on le sait bien, et c'est pour ça que c'est très important pour aujourd'hui, pour 2022. C'est pour ça que j'y reviens, parce que pour 2022, c'est très important. En réalité, cette augmentation a eu lieu parce qu'il y avait eu un galop effréné des dépenses de fonctionnement de la ville, et il fallait solder. Alors, dans le débat politique, la municipalité d'Estaut ne pouvait pas l'avouer parce qu'elle en était co-responsable avec vous, et vous, ça vous arrangeait bien, puisque vous pouviez ainsi lui faire porter le chapeau. Alors,
inutile, on en a parlé, de revenir sur les larmes de crocodile que vous avez versées alors sur l'augmentation des impôts. Mais pour les Grenoblois, sur le temps long, c'est très intéressant parce que cette mise à niveau de 2008 n'aura servi à rien. Entre 2008 et 2014, la hausse des impôts aura été entièrement absorbée par la poursuite des dépenses de fonctionnement. Et là, je cite la Chambre des comptes, qui a relevé dans son rapport que de 2011 à 2016, c'est-à-dire comprenant 2 ans de votre propre mandat, la collectivité a recruté un peu plus de 1300 agents contractuels et près de 500 sur un emploi permanent, en particulier dans les emplois de catégorie supérieure. Un nombre important d'agents contractuels de catégorie A ont été recrutés sans que ces conditions légales ne soient réunies. Ça, on en connaît même certains de ces noms de proches recrutés dans ces conditions et qui continuent à faire carrière. Mais donc, on a vraiment eu une augmentation des charges de fonctionnement dans cette période, y compris la vôtre. Je rappelle ensuite sur les impôts. Critère dette et puis ensuite critère impôt. Pendant les 12 années de mon mandat, taux de taxe d'habitation et de taxe foncière n'a pas varié. En 2020, par rapport à 95, le taux de la taxe d'habitation était passé à 21,52, soit une augmentation de 36%, et le taux de taxe foncière à 36,73, soit une augmentation de 38,5%. Parce que, et c'est là où c'est intéressant sur la durée 95, 2004, 2008, 2014, quand vous êtes arrivé aux responsabilités tout seul, vous n'avez rien fait. Je rappelle qu'en juillet 2014, vous avez emprunté 14 millions d'euros pour boucler le budget de Michel Destot, qui avait un peu surévalué les dépenses, les recettes et un peu sous-évalué les dépenses. Mais Jérôme Safar a raison, j'ai lu ce qu'il a écrit aujourd'hui, il a raison de dire que si vous aviez jugé son dernier budget insincère, il fallait le dénoncer au préfet et ne pas le couvrir par l'emprunt. Et je sais bien que cela aurait ouvert une boîte de Pandore. Et puis en 2016, 2 ans après votre arrivée, c'est la menace de mise sous tutelle. Pourquoi ? Parce que il faut bien que les Grenoblois comprennent. On augmente les dépenses de fonctionnement en 2014-2008. On rattrape par l'impôt. On recommence. 2014, on a la municipalité qui arrive, elle continue. Elle est au taquet, elle est à l'asphyxie, elle est au bord de la faillite, parce que ça s'appelle comme ça, la mise sous tutelle, la bord de la faillite. Dans la panade, elle fait un plan dit d'austérité, qu'elle n'appelle pas comme ça, le plan le plus bêtement comptable du monde. Alors là, vraiment, là, vous avez fait la preuve d'une réalité qui est insupportable. Parce que quand on est maire, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire des économies. Les services font remonter les économies. Qu'est-ce qui vous ont fait remonter? Les bibliothèques où il y avait le moins de lecteurs, les services qui n'étaient pas de compétences obligatoires. Donc, ils vous ont fait remonter les bibliothèques des quartiers populaires. Ils vous ont fait remonter le service de santé scolaire, qui n'ont pas, effectivement, ne sont pas dans les vocations obligatoires de la ville. Mais il y a normalement des élus qui sont là pour ça, pour dire s'il y a moins de lecteurs dans un quartier populaire, c'est assez logique. Et puis le service de santé scolaire, c'est une de nos priorités. Mais là, il n'y a pas eu d'élus. Et c'est là où moi, j'étais pas au conseil municipal, mais j'ai compris comment fonctionnait cette majorité municipale. Elle est sous le joug d'un certain nombre de personnes qui doivent gouverner réellement. Parce que pour appliquer un tel plan et le voter, pour renoncer autant à ses convictions au profit de la discipline, il faut quand même qu'il existe un système interne qui est incompréhensible pour moi. Je crois qu'il y a 2 élus qui ont sauvé l'honneur, M. Tuchet et Mme Finot, qui ont sauvé l'honneur en le refusant, mais tout le reste l'a voté. Je le dis pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces élus vivent la même situation. Ils ont appris en gros, par la presse, enfin, qu'ils allaient devoir voter une augmentation d'impôts, et je pense qu'ils peuvent y réfléchir de cette façon. Donc, et maintenant, 2014-2016, nous sommes maintenant 2 ans après l'élection. Vous avez continué la marche en avant, si j'ose dire, de la dépense publique sans recette, et vous êtes à nouveau dans une situation impossible. Vous empruntez encore 8 millions d'euros, là, aujourd'hui, pour terminer l'année. C'est incroyable. Cette année 2022, vous empruntez plus, vous endettez plus la ville
que vous ne l'avez jamais endetté depuis 2014. C'est-à-dire que vous réussissez l'exploit de proposer aux Grenoblois une augmentation massive d'impôts avec une augmentation massive de la dette. Vraiment, quand je dis que c'est une gestion de la fronde bœuf, je pense que je suis court même quand je dis cela. Parce que aujourd'hui, dans les emprunts, il est donc établi qu'en 1999, il n'y avait plus un centime de dette Carignon. Et quand on regarde maintenant les emprunts que vous faites, l'incidence, la Chambre des comptes a relevé que le refinancement des emprunts 2017, qui a permis de diminuer l'annuité en capital de la dette cette année-là, et pour les années 2018 et 2019, la Chambre des comptes indique que c'est ensuite négatif en 2020, et pour les 16 années qui vont suivre, la commune continuant à rembourser le capital alors que les emprunts auront été clôturés. Le surcoût, la Chambre régionale l'a évalué à 2,5 millions, mais les 16 exercices suivants, dit la CRC pour ce seul modification d'emprunt, soit de 2020 à 2036. La dette, c'est vraiment la dette Piolle. Parce que 10 ans après son départ, s'il part en 2026, les Grenoblois paieront toujours. Elle va paralyser durablement la ville. Et on comprend pourquoi vous préférez parler de l'avenir de la planète. Ça, je comprends. Parce que si on regarde tous ces éléments de près et qu'on indique aux Grenoblois que vous réalisez les ventes du siècle, le Grenoble, la compagnie de chauffage GEG Grenoble Habitat, ce sont des décennies d'investissement. Pour la compagnie de chauffage, elle existe depuis des décennies. Pour GEG, c'est pareil. Donc, vous effectuez les ventes du siècle qui vous rapportent pour seulement GEG 30 millions d'euros. Quand on fait les ventes du siècle, on les affecte à des investissements du siècle ou au désendettement. Vous les mettez dans la gestion courante. Vous les mettez dans les investissements courants que vous n'êtes même pas capable d'assurer complètement, puisqu'on voit l'état du patrimoine et l'état de la ville. Et donc, vous vendez les bijoux de famille du siècle pour les affecter à des dépenses courantes. Vous avez réussi pour l'instant que pour GEG, et vous êtes maintenant sur la compagnie de chauffage à discuter des prix et pour même, semble-t-il, Grenoble Habitat. Pourquoi faire ? Vous devriez les affecter au désendettement ou à des investissements exceptionnels. Vous ne le faites pas. Quand on regarde les critères d'ensemble, dette, impôts, vente du patrimoine, vous êtes vraiment au taquet sur tout pour aboutir à des résultats qui sont absolument lamentables si on les juge d'une façon à peu près objective. Et donc, en parallèle, et c'est le troisième critère le plus important, ce sont les dépenses de fonctionnement que j'évoquais dans la période 95-2008 qui ont été catastrophiques. J'ai ici j'ai les tableaux, hein, mais bon, si vous voulez, on peut les montrer, mais c'est terrible hein, quand on regarde de près. Donc, les dépenses de fonctionnement, vous avez raté tout, vraiment tout. La Chambre, c'est pas moi qui le dis, la Chambre régionale l'a dit, la Chambre régionale des comptes l'a dit, au moment de la constitution de la métropole, qui était vraiment le moment clé où on peut transférer des services et en les transférant, faire des économies d'échelle, organiser des synergies et évidemment mutualiser, toujours chercher la mutualisation, la détecter là où elle n'est pas pour la trouver. Vous, rien. La métropole, quand elle s'est constituée, elle a 10% de dépenses de personnel supplémentaires que les transferts des communes, et les communes, Grenoble, n'a pas de baisse de dépenses de fonctionnement. Vous êtes à quoi, 62%, je crois,
dépenses de personnel dans le budget de fonctionnement. Mes municipalités étaient en dessous de 50, alors que nous n'avions pas de métropole. C'est ça, la vraie réalité. C'est là la vraie réalité d'une gestion sur la durée que, grâce à Vincent Fristour, on peut établir, puisqu'il est là depuis 1995, il a cette chance et cet honneur. Et donc, je pense que quand vous avez fait des choix, on est ici dans le siège d'une banque que vous avez acquis très cher, que vous avez réparé très cher, alors qu'il y a tant de locaux vides que vous n'avez pas les capacités de réparer l'hôtel de ville, vous n'avez pas les capacités d'entretenir le patrimoine, que ce soit le musée de peinture, les églises dont vous êtes propriétaire, Saint-Louis, Saint-André, la Villa Kaminsky qui s'écroule, et vous achetez le siège d'une banque pour pouvoir y installer des services alors qu'il y a tant de locaux vides. Vraiment, cette gestion, on en a aujourd'hui une lecture qui est une lecture claire. Hein. Et quand je lis dans votre document que vous allez engager divers chantiers autour de l'apaisement des espaces publics, quand même, que quand vous avez financé des WC à éoliennes qui ne fonctionnent pas et qui ont la valeur financière de 2 appartements de Villeneuve, quand vous financez des boîtes à livres que vous n'êtes pas capable d'entretenir, quand vous créez un observatoire du temps présent pour 210 000 € à l'Esplanade, que vous fermez quelques semaines après, est-ce que vous pensez que c'est une gestion sérieuse en vous étant privé dès votre arrivée pour un coup de com' des recettes de Decaux qui représentaient de l'ordre de 4 millions d'euros par mandat? Est-ce que ce sont des urgences qu'il fallait tenir alors que vous êtes dans une telle situation? Voilà, c'est cela. Cette gestion est aberrante dans les fondamentaux, comme elle est aberrante dans le détail. Et elle aboutit à ce coup de massue que les Grenoblois devraient recevoir. Eh bien, nous les appelons, les Grenoblois, à ne pas se laisser faire, à ne pas mettre la tête sur le billot, parce que la ville a des potentialités. Il est possible de moderniser, de mettre fin aux empilages et aux redondances de services et de structures. Il est possible de réorganiser afin que son patrimoine soit sauvé, y compris par des intervenants extérieurs, que l'outil municipal soit structuré pour répondre aux besoins de la population d'une façon moderne, souple. Vous avez maintenant prouvé sur 27 ans que vous ne saviez qu'augmenter les impôts et la dette, et qu'avec vous, en tout cas, on peut constater que l'imagination n'est pas au pouvoir. Malheureusement, les victimes sont connues, ce sont ceux qui supportent ces décisions délirantes. Eh bien, nous allons évidemment continuer à les défendre et surtout continuer à proposer, comme nous allons le faire dans chacune de ces délibérations et en permanence au conseil municipal, des alternatives à votre politique pour montrer aux Grenoblois que cette voie dans laquelle vous conduisez la ville, qui est néfaste et délétère, il est possible et il est souhaitable, bien sûr, d'en choisir une autre.